Il y a cette image fascinante qui revient sans cesse dès qu'on aborde l'idée d'une organisation personnelle vraiment poussée. C'est l'image classique, presque un cliché, du vieux sage. Ah oui, le cliché du moine zen sur sa montagne. Ouais, voilà. On l'imagine assis en tailleur au sommet d'une montagne isolée, baigné dans une paix absolue, totalement imperturbable, alors que la tempête fait rage autour de lui. En fait, on a souvent tendance à croire que maîtriser son esprit et ses projets, ça ressemble exactement à ça. Une sorte de nirvana figé, quoi. Exactement. Un état figé, silencieux et absolument parfait. Bah, ce mythe de la perfection immobile, il a la vie dure, parce qu'il offre une promesse hyper séduisante. L'illusion, c'est de se dire qu'une fois qu'un système d'organisation est en place, plus rien ne bouge. La vie devient lisse, tu vois. Plus aucun problème. La maîtrise n'a absolument rien à voir avec un état de grâce. Le chaos, les urgences, les crises familiales, ça va continuer de se produire. La tempête ne s'arrête jamais, en gros. Exactement. Avec la même intensité. Et c'est ce qui donne tout son sens à ce qu'on décortique aujourd'hui. Parce que les fondations, on les a posées. On sait comment capturer des infos, clarifier des tâches, structurer des listes. La machinerie est là. Ouais, la théorie est comprise. Mais comprendre une méthode intellectuellement, c'est comme lire le manuel d'un avion. L'intégrer au point que ça devienne une seconde nature, un réflexe, c'est apprendre à piloter de nuit sous la pluie. C'est une super métaphore. Et c'est notre mission du jour, comment on passe d'un effort laborieux à une maîtrise fluide, comment on gère les rechutes, et surtout comment cette mécanique pure arrive à libérer l'esprit humain. Et pour piger cette transition, il faut carrément regarder du côté de la psychologie de l'apprentissage. L'intégration de ces pratiques, comme le simple fait de vider sa tête dans une boîte de réception, ça suit la même courbe que l'apprentissage d'un sport ou de la conduite. Oh, la conduite, oui. L'enfer des premières heures d'auto-école. Totalement. Au tout début, la charge cognitive est colossale. Le cortex préfrontal, qui gère l'attention consciente, il est en surchauffe. Tu transpires juste pour passer la deuxième. Voilà. Chaque geste demande une délibération. Est-ce que je regarde le rétro? Est-ce que je débraye? L'esprit est saturé par la mécanique de l'action. On a l'impression que le véhicule est indomptable. C'est épuisant. La première fois qu'on s'oblige à tout noter au lieu de réagir impulsivement à un mail, on a l'impression de perdre un temps fou. Le cerveau résiste à fond. Il déteste ça au début. Ça me rappelle une notion tirée des arts martiaux, le karaté notamment. Il y a ce principe où tu dois répéter un mouvement spécifique, genre une parade, 1000 fois. Ah oui, la mémoire musculaire. C'est ça. Les 100 premières fois, t'es raide. Ton épaule est crispée, le mouvement est saccadé parce que ton cerveau envoie une commande consciente à chaque muscle. Et après? Un jour, la menace approche et le bras jaillit tout seul, de manière ultra fluide, avant même d'avoir pensé qu'il fallait bloquer. La biologie derrière ça, c'est fascinant. C'est le processus de myélinisation. En fait, à force de répéter le geste de capturer une idée, le cerveau renforce les connexions neuronales. La fameuse myéline. Ouais. La gaine de myéline s'épaissit autour des neurones, l'info voyage plus vite, jusqu'à ce que l'action passe du cortex préfrontal aux noyaux gris centraux. Attends, les noyaux gris centraux, c'est quoi exactement? C'est la zone du cerveau responsable des habitudes, des automatismes purs. L'effort conscient disparaît. Prendre une note devient aussi naturel que de cligner des yeux. D'accord, je veux bien admettre cette belle mécanique neurobiologique, mais en vrai, la théorie se prend souvent un mur. Imaginons une situation concrète. Vas-y. La vie s'accélère brusquement. Un projet déraille au boulot, la pression financière monte, ou une urgence médicale tombe. Le stress explose. Le chaos, quoi. Dans ces moments-là, on ne voit pas des mouvements fluides de karatéka. Le beau système s'effondre direct. On note plus rien, on arrête de faire le point, on retourne à nos vieux démons et on gère tout à instinct, dans la panique. Le karatéka oublie ses mouvements et il se met à mouliner des bras. Mais carrément, c'est exactement ça. Ce retour en arrière, en fait, c'est une réaction de survie basique. Quand le stress atteint un certain seuil, c'est l'amygdale, le centre de la peur, qui prend les commandes. Elle débranche la logique. Complètement. Elle court-circuite la pensée complexe pour privilégier l'action immédiate, la lutte ou la fuite. C'est pour ça qu'il faut totalement déculpabiliser ça. Perdre ses bonnes habitudes face au stress, c'est pas un échec, c'est juste humain. Donc c'est normal de se planter. C'est un balancier perpétuel. La vraie différence entre un novice et quelqu'un qui maîtrise, c'est pas le fait de ne jamais tomber. La maîtrise, c'est la vitesse à laquelle on se relève, du coup. Exactement. Le fameux principe du ça s'en va et ça revient. Le novice qui lâche son système va passer 6 mois à se noyer en se disant que la méthode est nulle. Alors que l'autre, L'autre, même s'il craque pendant 3 jours, il a déjà construit ses routes neuronales. Les fondations sont là sous la tempête.
Dès qu'il suffoque, son réflexe, c'est l'arrêt sur image. Il prend un papier et il vide son cerveau. Oui, il extériorise la panique. Et ce simple geste signale à l'amygdale qu'il reprend le contrôle et boum, le cortisol chute. Et ça prend combien de temps pour construire ces routes solides? En moyenne 2 ans de pratique, avec ses rechutes et ses récupérations. 2 ans. C'est une durée qui force l'humidité. Surtout aujourd'hui où on nous vend des transformations de vie en téléchargeant une appli en 5 minutes. Ah bah c'est sûr que ça change des promesses miracles. Réaliser qu'il faut 24 mois de trébuchement pour forger une habitude cognitive, ça remet les pendules à l'heure. Mais du coup, poussons un peu la réflexion. Je t'écoute. Une fois ce cap passé, quand les urgences de base sont gérées et qu'on conduit sans garder les pédales, l'esprit peut pas rester bloqué sur la micro-gestion des tâches. Si. Comment on fait pour voir plus loin? Là, il y a un basculement fondamental. Au début, ton attention est sur le rez-de-chaussée de la vie. Répondre à ce mail, acheter de l'encre, appeler le comptable. C'est de la survie tactique. Et après, on monte d'un étage. Voilà. Une fois la couche inférieure automatisée, le centre de gravité se déplace vers la liste de projets. C'est plus juste des petites courses, c'est un tableau de bord stratégique. Le système devient un vrai centre de contrôle intégré, en fait. Il cartographie les petites actions, mais aussi les responsabilités globales. La famille, la santé, les objectifs pro. On passe d'une vision très fragmentée à une vision panoramique. La question n'est plus « qu'est-ce que je dois expédier aujourd'hui pour survivre ?», mais « comment progressent mes grands chantiers ?» C'est fou, parce que cette vision panoramique modifie la notion même de priorité. Quand tu as tout sous les yeux, de manière fiable, tu peux dire non à un nouveau truc sans culpabiliser. C'est exactement ça. Ton non s'appuie sur la réalité de tes projets, pas sur un vague sentiment de stress. Bon, je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes. Vali. Plus une structure est grosse et complexe, plus on pourrait penser qu'elle est fragile. Si toute ta vie repose sur cet écosystème géant, une crise majeure devrait le faire exploser, non? Imaginons un chef d'entreprise. Vendredi 17h, coup de fil catastrophique. Son plus gros fournisseur fait faillite. La fameuse tuile de fin de semaine. C'est ça. La logique voudrait que face à un incendie pareil, ces petites listes paraissent ridicules et qu'il jette tout par la fenêtre. C'est l'objection la plus naturelle du monde. Mais l'observation montre l'inverse. Et c'est là qu'on reconnaît la maîtrise avancée. Face au stress de 17 heures, le novice panique. Il ouvre 10 onglets, passe des appels dans tous les sens, envoie des mails foireux. Le piratage de l'amygdale encore. Il essaye d'éteindre le feu avec ses mains nues. Voilà. Mais la personne qui a intégré le système à haut niveau, elle va s'en servir comme encre de sauvetage. La pression agit comme un catalyseur. Son premier instinct, ça sera pas de courir, ça sera de s'arrêter pour capturer la nouvelle donne. De manière presque chirurgicale, quoi. C'est ça, vider le cerveau des peurs sur la faillite, isoler le nouveau résultat voulu, genre trouver un plan B d'ici mardi, et définir froidement la toute première action physique à faire. Le monstre terrifiant est découpé en petites tranches digestes. Exactement. Le système force le passage de l'émotionnel à l'opérationnel. C'est l'outil de gestion de crise le plus redoutable. C'est hyper intéressant parce que ça redéfinit la résilience. On l'imagine souvent comme un truc moral, genre serrer les dents par la seule force de la volonté. Alors qu'en fait, la résilience, ça peut s'outiller. Totalement. En définissant la prochaine action, tu résous pas la crise, mais tu dis à ton cerveau que tu as de nouveau une prise sur la réalité. L'anxiété s'effondre. Et la clarté remonte en flèche. C'est mécanique. Et cette mécanique nous amène au sommet de la démarche, en fait. Imaginons cette personne avec son système autonome. Elle gère les urgences. Elle encaisse les crises majeures sans paniquer. La vraie question, c'est que reste-t-il à faire pour son cerveau? À quoi sert toute cette bande passante soudainement libre, Oui. Toute cette énergie préservée? On touche au cœur philosophique du truc, la libération cognitive. Pour comprendre, il faut voir que notre cerveau est une machine incroyable pour générer des idées ou faire des liens. Mais C'est un outil catastrophique pour le stockage de données brutes. Ouais. Utiliser son cerveau pour mémoriser des listes de courses, c'est comme faire tourner un gros logiciel vidéo sur un ordi avec la mémoire vive déjà pleine à 99%. ça rame et ça finit par planter. L'analogie de la rame est parfaite. En psychologie, ça s'appelle l'effet Zeigarnik. Ah oui, l'effet Zeigarnik. Le cerveau qui te rappelle les pages pas finies. C'est ça. Il crée des boucles ouvertes qui bouffent une énergie folle. Ton esprit te hurle d'envoyer un mail en pleine nuit alors que tu peux strictement rien y faire. D'où l'importance du cerveau externe. Exactement. S'en remettre à un système physique où tout est noté, ça permet de fermer ces boucles. La mémoire vive retombe à zéro. Et c'est dans ce silence mental que l'intelligence peut enfin s'exprimer. La créativité devient un jaillissement naturel, pas un effort en plus. Pour illustrer ça,
Un truc super banal, mettre à jour un répertoire d'adresses. Oh, la corvée par excellence. Pour un esprit saturé dont la rame est bouffée par l'angoisse d'oublier des trucs, cette tâche, c'est une menace. C'est un fardeau insupportable. La survie d'abord, on coche la case sans réfléchir pour soulager la pression. Mais pour un esprit libéré de ces boucles ouvertes, la dynamique s'inverse de façon dingue. Le cerveau a plus besoin de retenir qu'il faut acheter du pain, donc il est hyper présent. Et du coup, en parcourant les contacts, L'esprit se met à flâner. Il tombe sur un ancien collègue et paf, connexion. Il se dit, cette personne connaît bien le secteur qu'on veut cibler, la contacter serait stratégique. la corvée mécanique se transforme en opportunité brillante. Il passe de l'état réactif de survie à l'état pur d'exploration. En synthétisant ça, ça démonte complètement l'une des plus grandes peurs sur la productivité. Souvent, on entend dire que la rigueur, le fait de tout noter, ça va transformer les gens en robots bureaucratiques, étouffés par leur propre liste. Alors que c'est l'exact inverse. La structure physique est ce qui permet la liberté mentale. Sans les rails du système, le train de la pensée est embourbé dans la boue du quotidien. Le cadre rigide sert de bouclier contre le bruit, en fait. Il crée un espace protégé où l'intuition et les vraies valeurs peuvent s'enraciner. L'organisation remplace pas l'humain. Elle nettoie le terrain pour le laisser exister. Ça pousse même à redéfinir la notion de succès. On voit souvent la productivité comme le fait d'abattre frénétiquement une montagne de travail. Plus de mails, plus de réunions. La fameuse course du hamster dans sa roue. Voilà. Alors que la vraie productivité, celle de la maîtrise, c'est l'art d'avoir l'esprit assez dégagé pour concentrer un laser cognitif sur ce qui a un vrai impact. Transformer sa puissance intellectuelle en moteur d'évolution plutôt que de la dilapider dans la gestion de l'intendance quotidienne. C'est un changement de paradigme radical. Au lieu d'utiliser notre intelligence pour survivre au quotidien, on automatise la survie pour utiliser notre intelligence à concevoir l'avenir. Bien résumé, Et ça nous laisse avec une réflexion assez vertigineuse pour clore tout ça. Ce serait quand même profondément tragique de réaliser que la plus grande faille de notre société réside là-dedans. c'est-à-dire Quel immense gâchis de passer presque toute une vie à utiliser un outil aussi phénoménal que le cerveau pour essayer désespérément de se souvenir d'acheter du lait en rentrant. Ah ça oui, c'est triste. Sens de pensée. C'est le point de départ de la création pure. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.